première Filiconie, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça sur trois objets dont deux étrangement conceptuels, mais on va voir. Premier objet qui est un objet un peu une sorte d'ovni, qui est ce qu'on appelle la tombe macédonienne 3, sur un site qui est une nécropole, la nécropole d'Agios Athanasios. Agios Athanasios est un tout petit village dans le nord de la Grèce, pas très loin de Thessalonique, enfin pas très loin, si un peu, mais en tout cas dans le nord de la Grèce, et où on y a retrouvé dans cette nécropole, on y a trouvé un certain nombre de tombes. Cette tombe, le site a été découvert dans les années 60, cette tombe a été découverte dans les années 90, ce qui en fait un objet particulièrement récent. Et surtout, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, en plus de vous faire une description de cet objet, c'est de vous montrer à quel point cet objet a profondément modifié de manière très substantielle l'interprétation qu'on avait de la peinture grecque. Alors, non, voilà, cet objet, c'est celui-ci, qui est une tombe assez exceptionnelle, donc je vous essaierai de rentrer dans les détails et de vous indiquer des choses autour de cet objet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer que dans l'histoire de l'art, on a toujours considéré que les Grecs avaient un rapport à l'œuvre qui était un rapport essentiellement du côté de la sculpture et du théâtre et pas du côté de la peinture. Alors ça pour plusieurs raisons, dont la première raison c'est évidemment un héritage platonicien. Platon avait dans la République développé ce qu'on appelle la forclusion, qui est cette espèce de système qui permet de dire que dans toute structure ou dans toute cité, il vaut mieux éviter tous les systèmes qui sont fondés sur la mimésis et donc éviter la peinture, puisque la mimésis et la peinture, ça conduit en fait à un certain nombre d'erreurs. La deuxième chose, c'est qu'on connaît dans un ouvrage qu'on connaît tous et toutes, qui est l'ouvrage de Pline, et particulièrement dans le tome 2 des histoires naturelles, au grand chapitre 35, qui est le chapitre sur la peinture. Et on connaît, enfin, entre le fragment 5 et 34, on connaît l'avis général de Pline, insistant fortement sur l'idée que dans l'histoire grecque, l'histoire de l'art grec commence avec ce qu'on appelle d'abord la tauretique, qui sont les sculptures faites sur métal et sur airain, puis ensuite sur la question de la sculpture en marbre, mais que la peinture est subalterne, qu'elle vient en second, en second. Et puis tout ça aussi, dans dernière chose, qui est que depuis l'histoire de la statuaire, enfin depuis l'histoire de l'art, pardonnez-moi, la supériorité ou la suprématie de la statuaire a toujours été considérée comme étant fondatrice, puisque jusqu'au XVIIe siècle, enfin jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, ça reste un des enjeux absolument fondamentaux. Toute l'histoire de l'art du XVIe siècle insistera sur le fait que la sculpture est toujours meilleure que la peinture, Michel-Ange le disant, d'autres le disant aussi, etc., etc. Ce qui tient notamment à une lettre de Pontormo qui dit très clairement à quel point, il joue très spéculativement sur cette histoire, que la sculpture est supérieure à la peinture, mais que la peinture réclamerait des enjeux, etc. Donc on a, nous, un héritage que la peinture est toujours secondaire par rapport à l'histoire de l'art, en tout cas l'histoire de l'art antique. Or, la découverte de cette tombe dans les années 90 et la qualité d'exécution de cette tombe, dite tombe macédonienne 3, en fait, va nous obliger à changer un certain nombre de choses pour arriver à comprendre. Or, nous, on avait quoi jusqu'à présent? On avait, pour la peinture grecque, on avait la peinture de céramique, et on avait découvert en 68 la tombe de Paestum, c'est-à-dire dite la tombe du plongeur. C'est tout ce que nous avions pour parler de la peinture grecque, ce qui était quasiment, autant dire, rien. Et donc la peinture grecque était plutôt du côté de la décoration et pas du côté d'un art majeur pour l'histoire de l'art. Et puis, en plus de ça, donc, on est tombé sur cette tombe, qui est probablement la tombe d'un dignitaire militaire, d'un général probablement macédonien, et qui va nous permettre de repenser considérablement les choses, et qui donc va me permettre, moi, de vous proposer, en fait, une relecture d'un autre fragment de Pline, dans les histoires naturelles au deuxième volume, chapitre 35, mais cette fois-ci les sous-paragraphes 1 à 5, sur ce que Pline appelle l'estime de la peinture. C'est-à-dire que Pline, avant de critiquer la question de la peinture, avait présupposé qu'il y avait, dans l'Antiquité latine, héritier des latins, une estime de la peinture, et une forte estime de la peinture fondée sur cette question de la mimésis, en tant que la mimésis permettait une adéquation entre le modèle et la représentation, et que cette représentation était essentielle dans les modes d'existence et dans les modes de vie. Sauf que jusqu'à présent, on n'avait quasiment pas d'objet qui nous permettait de définir cette question-là et de penser ça. Donc, on a maintenant cet objet qui existe depuis, on va dire, les années 90. Il y a eu un long travail de fouille. Cet objet est visible aujourd'hui, hein. Il y a un musée qui s'occupe de ça.
et qui permet de repenser un certain nombre de choses. Cet objet, cette tombe a été pillée durant l'Antiquité, mais elle est dans un état de conservation assez exemplaire pour arriver en tout cas à regarder ce qu'elle est et son iconographie. C'est une tombe en calcaire blanc qui est entièrement recouverte d'un stuc d'imitation marbre. Et cette tombe mesure, sa façade en tout cas, mesure 5 mètres sur 5. Et la porte a disparu. Qui était probablement une porte en bois, mais en tout cas, on ne sait pas, la porte a disparu. Alors, si on en fait rapidement une description pour arriver à comprendre ce qu'on a devant les yeux. Vous avez donc un format qui est très simple. Vous avez deux pilastres sur la partie droite, la partie gauche et la partie droite. Deux pilastres très simples avec un petit chapiteau corinthien, sur lesquels vous avez un entablement. Sous l'entablement, vous avez une longue frise qui fait 4,50 m et 35 mètres de hauteur. Sur l'entablement, vous avez une alternance, toujours la même chose, de métopes et de triglyphes. Les triglyphes sont toutes peintes en bleu. Et par-dessus ça, vous avez, comme d'habitude, un fronton. On parlera de l'iconographie du fronton. Et sur le fronton, vous avez trois acrotères à palmettes. Bon, rien d'exceptionnel. On a un schéma tout à fait traditionnel et rien de particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la structure iconographique de l'ensemble et d'arriver à comprendre ce que vous voyez. Alors, je vais essayer, je suis désolé, les images sont catastrophiques, mais j'ai que ça. Parce qu'en fait, c'est en partie celle que j'ai faite, mais j'ai pas d'autre chose. Et c'est très compliqué d'avoir une iconographie cohérente sur le truc. Bon, enfin, voilà, on en reparlera, mais voilà. Donc, en haut, vous avez un très joli fronton sur un fond bleu-gris, sur lequel vous avez deux griffons. Les griffons sont le symbole habituel de la force, c'est synonyme de bon augure, surtout quand il s'agit de passer de l'autre côté du monde. Et au milieu du fronton, vous avez au milieu des deux triglyphes, vous avez ce qu'on appelle une fiale dorée, qui est normalement cette espèce de plat doré ou en plat en or qui permettait de recevoir les oboles, permettait de recevoir de l'argent, entre autres évidemment pour porter bon augure ou pour porter ou dans une fonction propitiatoire, ou évidemment cet argent qui pourrait être servi pour payer le passeur. Puis ensuite, vous avez en dessous du registre cette chose, moi, qui va m'intéresser fondamentalement, qui est cette frise, dont je ferai une description plus tard, on rentrera dans les détails, qui est la frise dite la frise du symposium. Et en dessous, vous avez de chaque côté de la porte, vous avez deux soldats macédoniens que l'on reconnaît à ces grandes lances qu'on appelle des saris. Je vous montrerai des images plus précises de ça. Donc des grandes lances avec des saris et qui sont revêtues de grandes chlamydes, dont on reparlera aussi tout à l'heure. Et au-dessus d'eux, il y a deux boucliers. Un bouclier sur fond rose avec une tête de gorgone, que je trouve particulièrement beau. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un foudre, qui est donc une représentation d'un éclair entouré de deux ailes et qui sont aussi deux gestes, qui sont des images propitiatoires pour effrayer l'ennemi. Ça, c'est le cycle iconographique tel qu'on peut le voir. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme image, si j'ai meilleur, mais de toute façon, c'est les mêmes. Voilà. Le problème qui est compliqué, c'est que je n'ai pas d'autres images que ça. C'est-à-dire qu'il y a une ombre, et sinon, j'ai une autre image. C'est celle-ci, mais les couleurs sont très mauvaises. Donc, ça ne dit pas la qualité incroyable picturale de l'ensemble. Donc, je vais plutôt vous montrer celle-ci. Donc, comment se passe cette frise? Cette frise, elle se déroule en trois grands moments. Un moment externe qui est un retour de chasse, donc sur la gauche, un moment externe d'un retour de guerre sur la droite. Et au centre, vous avez un symposium qui est lui-même divisé en trois sous-parties, même supposément 4, mais on va dire 3. Une partie consacrée aux meubles, donc vous avez un vaisselier, dit aussi meuble à offrande, sur lequel sont déposées toute la vaisselle, etc., sur un fond de vigne, et vous avez un serviteur qui porte d'autres fiales sur lesquelles la nourriture est posée, une musicienne avec une holosse, et puis après vous avez la représentation du Deipnos. Et la représentation du Deipnos, à l'intérieur de laquelle vous devriez avoir normalement probablement le défunt, puisque l'image est celle d'un moment de la vie glorieuse du défunt, qui est représenté sur ce truc et qui est sur le fronton du temple. Alors, soit en tout, vous avez dans cet objet, vous avez 25 personnages,
Et ces 25 personnages, en fait, constituent une sorte d'histoire qui accompagne le défunt, qui rappelle de manière mémorielle un souvenir glorieux de la vie du défunt et qui vont l'accompagner vers sa demeure funeste. Et donc ça, c'est un des détails. Les couleurs sont assez invraisemblables. Elles sont extrêmement belles. Je suis désolé pour l'ombre du dessus, mais j'ai pas pu faire d'autre. Et donc, vous avez une iconographie qui est substantiellement à peu près toujours la même pour un des hypnos. Donc, c'est le titre général de la frise, c'est un symposium. Or, techniquement, ce n'est pas un symposium, c'est un deipna, c'est un banquet couché sur lequel vous avez la représentation, évidemment, des lits couchés, plus des tables tripodes et tables à quatre pieds, sur lesquelles vous avez dessus un certain nombre d'objets. Et parmi ces objets, il y a ce qu'on appelle les xénias, qui sont l'ensemble de tous ces petits éléments qui servent à la fois à se nourrir et qui servent aussi à nourrir les dieux des enfers si vous les laissez sur le sol. Ce qui constituera après, évidemment, la grande tradition des asarotos oikos dans la mosaïque grecque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet objet et qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais poser 2 conclusions sur cet objet, parce que cet objet me semble annoncé avant. J'ai oublié de vous dire quand même, parce qu'il faut que je vous montre en détail. Voilà, il faut que je vous montre en détail ces deux soldats. Donc les 2 soldats, comme je vous le disais, qui sont habillés de la chlamyde, ce grand manteau des soldats, des 2 saris, pardon, qui sont les 2 grandes lances qui étaient techniques pour les soldats macédoniens, et puis de ce chapeau que vous retrouvez aujourd'hui quasiment le même que vous retrouvez jusque dans les pays afghans, qui sont une espèce de calotte en laine et en feutre. Voilà, ces 2 personnages, alors c'est ces 2 personnages qui ont le plus fait commenter, on a le plus commenté en histoire de l'art, puisque ces personnages ont été un peu une révélation pour l'histoire de l'esthétique, entre autres parce qu'il y a quelque chose qui n'est ni du côté de la fixité, ni du côté de l'empreinte, et qu'on a à la fois dans le contrapposto et dans la position quelque chose d'une immense modernité. On a pu y retrouver les modèles qu'on peut retrouver chez Piero della Francesca, et donc on y trouve une modernité qui était un peu inattendue, si vous voulez, pour l'histoire antique de la représentation. Donc, deux hypothèses que je voudrais lever avec vous pour comprendre ces 2 objets. La première hypothèse est que ce qu'on voit dans cette structure, que l'on voit dans ce cycle, c'est la question d'une permanence des motifs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de motifs qu'on reconnaît toujours les mêmes. Les symposiums, la représentation des tables, des banquets, la représentation des musiciens, la représentation de tout ce qui accompagne ces gestes. Et que ça, vous allez le retrouver jusqu'à la période classique tardive. C'est-à-dire que vous avez une permanence de ces systèmes de représentation. Bon, ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez donc une continuité dans cette histoire de l'art, qui est une continuité sur la question des motifs et une continuité sur les objets de représentation. C'est-à-dire que vous retrouvez, si vous retrouvez le banquet, vous retrouvez jusqu'au XVIIIe siècle, si vous prenez XVIIe siècle, pardon, si vous prenez des gravures de Santi Bartoli, vous retrouvez des gravures qui reprennent très exactement les mêmes modèles, très exactement le même mobilier, très exactement les mêmes gestes sur la question du symposium ou du deipna. Donc, on a quelque chose qui est dans un ordre très classique. En revanche, ce qui l'est moins, c'est ces 2 personnages du bas. Parce que ces 2 personnages du bas présentent un certain nombre de choses qui sont plus étonnantes. 1, sur la question de la colorimétrie, évidemment, et surtout 2, c'est cette question du contrapposto. C'était une des questions essentielles qui nous manquait dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture grecque, c'est d'arriver à comprendre jusqu'où cette mimésis de la peinture grecque pouvait jouer. Donc, évidemment, il y a une qualité de cette peinture qui est absolument remarquable, et que cette qualité de la peinture, en fait, elle nous ouvre à 2 choses. 1, il faut entièrement réviser toute l'histoire de la peinture grecque, c'est-à-dire que la peinture grecque n'est probablement pas, comme on l'a imaginé, un art secondaire. C'est que la peinture grecque est quelque chose de beaucoup plus précis et quelque chose qui est visiblement lié à une technicité qui est extrêmement précise et extrêmement proche. Quand vous regardez la qualité de ces fresques qui datent de la fin du IVe siècle, une fresque romaine de Pompéi n'a strictement rien à envier à la délicatesse du motif. C'est-à-dire que vous obtenez ici un travail que probablement la peinture romaine, la peinture italienne, la peinture latine, on va dire, n'a quasiment pas égalé. Vous avez quelque chose d'une incroyable finesse dans ce truc. À partir de ça, ça nous oblige. Alors évidemment, la question, c'est que nous sommes d'un point de vue archéologique en attente. C'est-à-dire qu'il faudrait être en mesure de trouver d'autres objets archéologiques qui sont en mesure de nous confirmer cette hypothèse. Mais voilà, l'intérêt pour moi de vous montrer cet objet aujourd'hui, c'est que c'est un objet qui est un peu étonnant et un peu rarissime. Et surtout, c'est un objet qui, depuis 20 ans, nous oblige
à repenser un grand fragment et un grand pan de l'histoire de l'art. Oui, Pline a probablement raison au début du livre 35, c'est que le monde antique avait une estime de la peinture qui était bien supérieure à ce qu'on peut penser aujourd'hui. Bien, bien supérieure. Et ça veut dire qu'à partir de ça, il s'agirait, évidemment c'est très spéculatif, mais il s'agirait de repenser que le monde grec était probablement un monde qui avait une discipline picturale et une peinture qui était infiniment plus développée que ce qu'on imaginait aujourd'hui. Ce n'est pas que du décor, ça n'est pas qu'un un élément décoratif sur des vases, c'est aussi très profondément quelque chose qui a à voir évidemment avec la représentation de la réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est dans un rapport d'expressivité qui est beaucoup plus fort qu'on ne le croyait. Ces deux personnages sont très étonnants à la fois dans leur mode de repos, leur mode d'attente. Ils sont performativement en attente sur les parois du mausolée et les deux sont dans un contrapposto. Regardez par exemple, si vous regardez 1483, si vous regardez le songe de Constantin, à Arezzo sur l'invention de la vraie croix. Vous regarderez que les contrappostaux des soldats chez Piero della Francesca sont quasiment exactement les mêmes. Alors évidemment, il y aurait tout un travail à faire depuis les théories de Warburg et sur ces théories d'un pathos formel, mais en tout cas, il y a de manière évidente dans la peinture grecque quelque chose qui est une nouveauté. C'est pour ça que je voulais vous faire ce Filiconi aujourd'hui sur ça, c'est-à-dire vous indiquer qu'effectivement, il faut reconvoquer cette grande idée caricaturale que les Grecs avaient un mépris pour la peinture, et de reconsidérer que non, c'est simplement parce que nous avons perdu la peinture grecque, et deux, que nous avons dû évidemment à Winckelmann et à Lessing surtout, l'idée que l'Antiquité grecque est une antiquité de marbre blanc, alors que non, l'Antiquité grecque est une antiquité peinte. Tous les monuments sont peints, on le voit ici, les triglyphes sont peints en bleu, un bleu extrêmement vif, et que la couleur fait partie de l'architecture et fait partie en tant que peinture de l'espace matériel et de l'espace de représentation de la Grèce antique. Puisque là, on est à la fin du IVe siècle, donc on est encore dans la grande période classique de la Grèce. On est au moment de la mort d'Aristote. Donc voilà, c'était essentiellement pour ça que je voulais vous montrer ça. Autrement, parce que j'ai effectivement une grande affection pour ces deux personnages que je trouve extraordinaires. Il y a une délicatesse dans ces personnages et leur contrapposto est absolument fou. Le traitement de la sarisse et le traitement des ombres est d'une immense modernité. Et donc voilà, c'était mon hypothèse qu'à partir de cet objet, qui est un objet nouveau dans l'histoire de l'art, eh bien, ça nous oblige à repenser de manière assez catégorique une partie de l'histoire des représentations et le rapport que le monde grec avait avec la peinture. Et donc à partir de ça, ça permet de comprendre effectivement, si on suit le début, comme je le disais tout à l'heure, des débuts de Pline et de l'histoire naturelle, cette question de l'estime, oui, les Grecs avaient une estime très profonde de la peinture, et oui, ils supposeraient que, contre la vie générale depuis des siècles, la peinture en Grèce a bien existé, et que la peinture en Grèce a été un art probablement beaucoup plus majeur et beaucoup plus massif qu'on ne croit.